Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les titres. Le roi de Takon a été reçu en audience hier lundi au Parlement par le président Louis Vlavonou. Objectif visé, Takon souhaite la révision du statut de son royaume. 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin est battu 2-0 par l'Afrique du Sud. À suivre dans cette édition les avis des citoyens suite à cette rencontre. On parle également de l'affaire complot contre la sûreté de l'État. Les présidents d'institutions de la République du Bénin prennent position et condamnent cet acte à travers un communiqué en date de ce mardi 25 mars 2025. Des précisions dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue à nouveau à la tête d'une délégation. Le roi de Takon, Sa Majesté Ilou Femiloye, a été reçu à l'Assemblée nationale en audience au cabinet du président Louis Vlavonou. Objectif visé, soumettre des doléances à la représentation nationale par le biais du président de l'institution, ce afin d'obtenir pour Takon le statut de son royaume. Plus de détails à travers cet élément. Une délégation composée de Sa Majesté Ilou Femiloye, roi de Takon, du maire de la commune de Sakété, Nestor Idoou, du député Rachidat Fatolou, des députés honoraires Firmin Biokou, Joseph Bamigbade, du conseiller communal Akinyele Paul Agbadje, du président des chefs villages de Takon Bernard Adekanyi, du président des jeunes Takon Adjibola Ganiou et des notables étaient ce jour 24 mars 2025 au cabinet du président de l'Assemblée nationale afin de porter à sa connaissance l'omission du royaume de Takon de la liste de ceux qui sont désormais reconnue officielle. Une documentation historique conséquente a été mobilisée à cet effet et un exposé succinct de l'histoire du royaume a été présenté au président de l'institution parlementaire du Bénin. La Cour royale de Takon a demandé une audience auprès du président de l'Assemblée pour réclamer, sinon demander au président de veiller à ce que Takon soit considéré comme les autres royautés, les 16 autres royautés, parce que Takon existe, le royaume de Takon existe depuis le 15e siècle. C'est le 24e ou le 25e roi qui est là présentement. Donc ce n'est pas une jeune royauté, ce n'est pas une chefferie. C'est vraiment un roi digne de nom venant du Nigeria, Oyo précisément. Face à ces hôtes, le président de l'Assemblée a exposé les fondements qui ont conduit à l'élaboration de la réforme de la chefferie traditionnelle, sans occulter les procédés ayant conduit au vote de la loi. Toutefois, le président Vlavonou n'est pas resté sous doléances de la Cour royale de Takon. Je crois qu'il nous a vraiment... Il est là, je ne peux pas le qualifier, je suis loin de qualifier le président de l'Assemblée, mais il a pu nous donner, comment dirais-je, du miel. Au lieu que ça soit vinaigre, nous a donné du miel, on est content. Comme certains le disent, on est rentré avec notre idée, mais on est sorti avec l'idée du chef.
On est sorti avec l'idée du chef parce qu'il nous a apaisés. Il nous a vraiment apaisés. Il a mis vraiment de l'eau dedans, la glace au cœur de nous tous. Et on a vu qu'il nous a vraiment apaisés par rapport à ce qu'on avait dans le cœur pour arriver. Mais il nous a apaisés en nous demandant que c'est seulement celui qui ne travaille pas, qui ne se trompe pas. La délégation de la Cour royale de Takon a quitté le palais des gouverneurs, le cœur rempli d'espérance. Rappelons que la représentation nationale a adopté le jeudi 13 mars 2025 la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. La législation reconnaît 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Les présidents des institutions du Bénin dénoncent et condamnent la tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon. Ils condamnent ce funeste projet pour lequel les auteurs ont été jugés, condamnés par la Criette il y a plusieurs semaines déjà et qui vise, selon eux, à remettre en cause l'ordre constitutionnel et à plonger notre État dans un cycle infernal, peut-on lire dans leur communiqué en date de ce mardi 25 mars. Suivons ensemble. Communiqué des présidents d'institutions de la République. Par son verdict du jeudi 30 janvier 2025, devenu définitif, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a reconnu les cieux Olivier Bocor, Osvaldo Meki et Roch Nieri coupables des faits de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'argent public. C'est avec une profonde indignation et une grande consternation que nous, présidents d'institutions de la République, venons par la présente dénoncer et condamner fermement ce funeste projet visant à remettre en cause l'ordre constitutionnel et à plonger notre État dans un cycle infernal en totale opposition aux efforts tangibles de reconstruction et de réhabilitation tant morale, infrastructurelle que sociale entrepris depuis 2016 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Patrice Talon. Nous félicitons toutes les personnes, notamment les responsables de la garde républicaine et les services de renseignement qui ont fait échec à cette tentative qui aurait anéanti plus de 3 décennies de construction et d'acquis démocratiques. Conscient du danger de remise en cause inhérent à ce genre d'aventure antipatriotique pour le fonctionnement, voire l'existence même de nos diverses institutions, nous réaffirmons notre engagement chacun dans le respect de ses prérogatives républicaines de la Constitution et des lois à continuer d'œuvrer aux côtés du chef de l'État pour un Bénin toujours plus uni, prospère, fort et respecté. Fait à Cotonou le 25 mars 2025, ont signé le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, la présidente de la Cour des comptes, la présidente de la Haute Cour de justice, le président du Conseil économique et social, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président du Conseil électoral national et le médiateur de la République. Le Bénin tenu en échec par l'Afrique du Sud sur le score de 2-0 ce mardi. Au terme de la confrontation entrant dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026, les Guépards du Bénin courbent les chines devant les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud et laissent ainsi filer la première place. Et juste après cette rencontre, quelques citoyens rencontrés à Cotonou ont donné leurs avis sur ce match. Ils sont au micro de Anaël Do. Je pense qu'on n'a pas de honte à se faire battre par une équipe comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a été classée, je crois, parmi les 4 meilleures nations à la dernière Coupe d'Afrique avec un très beau parcours. Et donc déjà, le Bénin n'a pas participé à cette compétition. Donc je ne vois pas pourquoi on aura honte à perdre un match contre cette équipe. On devait massifier sur la rencontre précédente pour au moins espérer être deuxième et se qualifier pour les barrages. Ça m'a fait un peu du mal parce que le Bénin, ce que moi j'attendais de lui, et ce match, c'est un match nul pour notre nation. Parce que je sais que l'Afrique Sud, ce n'est pas une petite équipe et normalement le Bénin devrait faire un effort pour faire un match nul. Bon, j'ai vu qu'il y a des joueurs et que je n'ai pas vu dans le staff, et comme Olivier Verdon et quelques joueurs que je n'ai pas vu, que ça fait que l'effort du Bénin est un peu bas.
L'équipe béninoise a décidé de jouer totalement bas et de laisser un seul attaquant courir sur presque toute la moitié du terrain de l'équipe adverse. Donc voilà pourquoi je pense qu'on a manqué un peu plus d'audace. Plus que le match était du côté du Bénin, on aurait essayé, on aurait tenté de jouer et de jouer notre participation, d'essayer de mettre l'Afrique du Sud en difficulté. Mais je pense qu'on a voulu procéder par contre, et une équipe comme l'Afrique du Sud avec cette expérience, cette qualité technique, cette maîtrise, ça a payé cash. D'après ce que j'ai vu, ça nous manque encore beaucoup de choses, notamment au milieu du terrain. Ça nous manque un milieu créateur, un milieu capable d'organiser le jeu, un milieu capable de nourrir les attaquants. Donc c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. Nos attaquants n'ont pas eu énormément d'occasions. Donc l'équipe adverse a eu quelques occasions pour profiter pour marquer. Le Bénin s'impose comme modèle de gouvernance et de transparence en Afrique de l'Ouest. Selon l'indice de perception de la corruption 2024, il devient le pays le moins corrompu de la région et se classe 7e à l'échelle continentale. D'après Transparency International, sur le plan sous-régional, le Bénin devance des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana. Il confirme ainsi son statut de référence en matière de gouvernance en Afrique de l'Ouest. D'une information à une autre, dès le 1er avril 2025, les micro et petites entreprises du Bénin devront déposer leurs états financiers en ligne via la plateforme e-service.impôts.bg, une initiative de la Direction générale des impôts qui vise à moderniser les services fiscaux et à simplifier les démarches administratives. Les petites entreprises de Cotonou, Porto Novo, Parakou et Abomey-Calavi sont concernées par cette initiative. Et il faut noter qu'une équipe d'assistance est également disponible dans les centres des impôts concernés pour répondre aux questions et apporter une aide personnalisée. Après le décès de l'imam central de Porto Novo, Hamzat Ouzefa, le 19 mars dernier, la communauté musulmane de la ville fait face à de nouvelles tensions concernant sa succession. Le 21 mars dernier, sous l'autorité de Karim Urbain da Silva, Ishaou Alakuko Samad a été installé comme nouvel imam central de Porto Novo, une nomination contestée par les fidèles musulmans de Porto Novo. La Sissi Bachirou, membre de l'Union islamique du Bénin, apporte des clarifications par rapport à cette installation. Il est au micro de Francis Fahmi, Nassirine Fatoumbi. La ville de Porto Novo est actuellement, ou bien traverse actuellement, un grand problème. Et nous qualifions ce problème comme l'une des tentatives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah éprouve une communauté, ça dépend de leur foi, de leur connaissance, de leur savoir. Comme Allah l'a dit, est-ce que les gens pensent qu'ils vont dire que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et que nous n'allons pas les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux. Et nous avons fait la différence entre ceux qui appellent sincèrement le nom d'Allah et ceux qui sont des hypocrites parmi eux. C'est pour nous dire que ce que la ville de Porto Novo traverse, ou bien la communauté musulmane de Porto Novo traverse actuellement, c'est une tentative, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Am hasibtum an tadkhulu janna, ou Am hasibtum an tadkhulu janna, ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Et dit, mais vous les êtres humains, croyez-vous que vous allez rentrer dans le paradis facilement et que les épreuves, les tentatives qui étaient arrivées aux premiers musulmans vont pas vous arriver à vous aussi? Et dit, que les premiers musulmans ont eu également des gênes, des peines. Nous les avons secoués. Et que de là, et jusqu'à ce que nous nous poser des questions, mais
Allah quand même nous a promis une victoire. Mais quand est-ce que cette victoire-là finalement va venir? Parce que c'est comme l'épreuve qu'on traverse nous dépasse déjà. C'est pour appeler la sagesse des Porte-Nouviens, les oulémas de Porte-Nouviens, ceux qui appellent Allah et qui prêchent sincèrement le nom d'Allah, de se concerter comme ça se doit et que ce problème retrouve sa fin, pour ne pas renier d'abord la communauté musulmane de Porte-Nouveau, pour ne pas renier la communauté musulmane du Bénin et surtout saluer le nom de la communauté musulmane du monde entier. Ce qui se passe actuellement à Porte-Nouveau n'est pas ce que l'islam a recommandé ou bien n'est pas conforme aux textes de l'islam. L'islam, ce qu'ils sont en train de faire est tellement contraire aux lois de l'islam. Pour nous dire que un imam qui a été intronisé ou bien mis sur place et qui n'a pas été accueilli par la communauté musulmane parce que cet imam n'a pas suivi les étapes à suivre dans la communauté musulmane. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque le prophète est décédé, les musulmans se sont concertés entre eux. La concertation entre eux, la première étape, washawiruhum fil amr. Donc, il a dit au prophète, concerte-les dans toutes tes actions. C'est le prophète, le messager d'Allah, qui pouvait attendre directement la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et agir. Mais au cas contraire, mais non cela, Allah lui demande d'abord de concerter ses fidèles d'abord avant de prendre une décision. Et il a dit encore, donc il apprend-les à se concerter entre eux. Par la même occasion, la Sissi Bassirou invite la communauté musulmane à la patience et à la sagesse. On l'écoute. Pourquoi la sagesse porte-nouvienne a laissé la concertation? Qui sommes-nous et que nous n'allons pas respecter les premiers musulmans? Qui sommes-nous, les porte-nouviens, comparativement aux Sahaba, les premiers musulmans, les compagnons du prophète qui ont eu la sagesse à le faire? Lorsque Abou Bakr aussi est parti, il n'a pas délégué un imam qui va venir après lui. C'est comme ça aussi Omar. Peut-être pour Omar, lorsqu'il était dans l'agonie, il a quand même choisi quelques-uns que vous voyez parmi eux. C'est une proposition que je suis en train de vous faire. Mais si vous voyez contraire à cela, c'était dans l'agonie. Il partait. Et c'est comme ça aussi les autres. Pour nous dire que le Porte-Nouveau, la ville de Porte-Nouveau, bien les Porte-Nouviens, bien les musulmans de Porte-Nouveau traversent une situation difficile qui est contraire à la loi de l'islam et que cette tentative, c'est une tentative que Allah veut les éprouver. Est-ce qu'ils vont réussir dans cette épreuve ou bien ils vont échouer? C'est la question qui doit se poser. Mais normalement, si la foi les anime correctement, on devait voir une partie qui va céder, qui va dire non, moi je laisse passer pour que la communauté musulmane trouve satisfaction. Au cas contraire, ils seront tous embarqués par la loi d'Allah. Or, tous ceux qui vont différemment n'auront plus de valeur parce que atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Vous enseignez aux gens de faire du bien et vous oubliez vous-même. Combien de fois nous avons enseigné les gens, nous les alphas de Porte-Nouveau, nous les avons exhortés à la patience. Combien de fois nous avons exhorté les gens au calme. Combien de fois nous avons joué le rôle de la réconciliation entre deux groupes. Pourquoi nous aujourd'hui? Et d'ici deux équipes parmi les croyants se disputent, il faut les réconcilier. Avez-vous oublié cette réconciliation que vous-même vous avez appliquée? Lorsque vous oubliez cela, vous négligez cela, c'est que vous avez négligé la loi d'Allah. Rappelez-vous qu'il y a eu des imams avant vous. Le premier imam, selon moi, mes recherches, le premier imam de la ville de Porte-Nouveau, c'est l'imam Seydou Ouloubadé, qui a régné de 1850 à 1870 ans de imama. Et après lui, on suivi des imams. Je pense que l'imam Bouzéfa qui est décédé tout à l'heure fut le 12e imam. Et que l'imam Damala, imam Moudjadine Damala était le 11e imam. Alors, si ces gens n'ont pas gâté ou bien n'ont pas
créer de problèmes, pourquoi c'est sur vous que ça va créer? Je vous implore à la sagesse d'Allah, je vous implore à la miséricorde entre vous, je vous implore au pardon d'Allah pour que nous trouvions satisfaction dans cette même communauté dont nous appartenons tous, qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Les tests de la religion musulmane prévoient un certain nombre de règles à respecter pendant la période de menstruation de la femme. Durant les menstrues, les prières, le jeûne et les rapports sexuels sont interdits. Pendant ce mois de Ramadan, l'arrivée des menstrues interrompt le jeûne et la femme concernée est censée rattraper ultérieurement son jeûne à travers le nombre de jours de jeûne manqué. Elle doit tout de même suivre d'autres recommandations, selon Douriat Damala, membre de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Elle en parle au micro de Nassirine Fatoumbi et de Francis Fahami. On rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, parce que pour jeûner, il y a des conditions. Mais en tant que femme, on est épargné pour quelques jours. Par exemple, si on est en menstrue, on n'est pas en obligation de jeûner. Et puis, quand on ne jeûne pas, quand même, il y a plein d'autres choses que tu dois faire. Tu fais la cuisine, tu prépares, tu feras manger. Mais personnellement, quand moi je suis par exemple en menstrue, qu'est-ce que je fais? Déjà le matin, je me réveille, je prépare, mais je prends l'intention, pas de jeûner, mais je prends un petit truc pour que la journée, je ne suis pas en obligation de manger. Parce que dans la journée, tu es déjà, on sait que c'est le mois de Ramadan béni. Et puis si tu manges en présence, au vu des gens, c'est comme si tu n'es pas une bonne musulmane. Donc par contre, quand moi je prends déjà un petit truc le matin, ça m'épargne. Je reste comme ça au moins jusqu'au soir et coupé avec les autres. Et par exemple aussi en temps de prière, pour faire les prières en ces jours-là, je me mets aussi en retrait. Parce que quand tu ne pries pas au vu des gens, ils vont dire mais c'est quoi? Tu es en période de Ramadan et puis tu ne pries pas. Donc à toi de voir comment tu vas te comporter vis-à-vis des gens pour que tout se passe bien. Si tu vois que tu es un peu fatigué, tu as beaucoup de choses à faire, tu fais appel à quelques personnes qui vont t'aider parce que c'est un mois où on fait beaucoup de dons. On prépare aux gens qu'on envoie dans des mosquées et autres. Mais seul, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu aies une équipe pour t'aider à finaliser tout ça. Donc, quand tu es un peu fatigué, déjà même avant de le faire, tu dois avoir ton équipe qui va t'aider à faire toutes ces obligations. Le bonheur, il est défini généralement comme un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve un individu qui estime être parvenu à satisfaire ses aspirations ou désirs qu'il juge quand même important. Qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce qui ferait plaisir et qu'est-ce qui ferait le bonheur des uns ou des autres? Élément de réponse à travers ce micro-trottoir réalisé par Djesugo Benou. Le bonheur, selon moi, c'est un état émotionnel agréable et durable. Parce que on peut avoir tout ce qu'on désire et ne pas avoir le bonheur. Parce que quand je prends une voiture, par exemple, je peux avoir une bonne voiture, je peux avoir une belle voiture et ne pas être heureux. Mais par contre, j'ai une vieille moto, du fait que je suis content de ça, j'ai le bonheur. Pour moi, le bonheur n'est pas simplement le fait d'avoir les richesses de ce monde. Le bonheur se retrouve dans la paix intérieure. Et la paix intérieure, on ne peut l'avoir que lorsqu'on sait donner une fondation spirituelle. Je dis lorsqu'on sait donner une fondation spirituelle. C'est que tu arrives à surmonter tous tes besoins. Déjà, tu as le bonheur dans la vie. Le travail, la petite famille, tout est heureux dans ta vie, c'est fini. C'est le bonheur qui est... Tu as déjà le bonheur, c'est tout. Vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui se disent dans le bonheur, des gens qui croient qu'ils sont à l'aise à travers leur richesse,
Mais lorsque vous voyez, vous essayez de les questionner, vous essayez de pénétrer un peu leur vie, leur intimité, vous allez constater que le bonheur n'est qu'une facette. Donc, depuis peu de temps, j'ai constaté qu'il n'y a de bonheur que la paix intérieure. Moi, je suis chrétien. Et lorsque j'ai commencé par méditer la parole de Dieu, je suis revenu sur le fait que le grand bonheur se trouve en Jésus-Christ. Et c'est quand j'ai reçu Jésus-Christ que j'ai constaté que les courses que je faisais, le fait de courir derrière l'argent n'était pas une priorité, parce que le bonheur se trouve dans la grâce de Dieu. Le bonheur, il me faut les bonbonniers les deux, avec du commun, le coup de bonheur. Le la doua, elle dit et non, il me doit, mais bien, et dans à quoi tiens, de tout le bonheur. Et on dit que la santé avant tout. Pardon, à tout quoi, le bonheur à moi, c'est d'atteindre mes objectifs. Si je peux arriver à atteindre mes objectifs, j'ai le bonheur. Et être content de peu que j'ai, ou bien être content de ce que j'ai. C'est ça le bonheur en réalité, quoi, en fait. Actualité hors de nos frontières au Mali, des experts indépendants de l'ONU demandent la libération de 3 militants politiques torturés. C'est dans un communiqué publié hier lundi au soir que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qu'il demande la libération immédiate et inconditionnelle de 3 militants politiques afin qu'ils reçoivent des soins médicaux spécialisés. Ces militants sont Moulay Baba Aïdara, Mahmoud Mohamed Magan et Amadou Togola, membres du mouvement pour la paix du Mali et du parti d'opposition Sadi, enlevé le 25 mars, enlevé entre le 25 mai et le 23 juin 2023, détenus et torturés par la sécurité d'État malienne pendant plusieurs mois. Leur cas n'a été transmis à la justice qu'en octobre 2023 et le 29 octobre dernier, la Cour africaine des droits de l'homme avait demandé au Mali de libérer ses militants afin qu'ils puissent bénéficier de soins spécialisés. 2 jours plus tard, le juge d'instruction malien en charge de l'affaire avait également prononcé leur libération, cette fois pour vice de procédure. Pourtant, les 3 militants sont toujours en prison. Les experts onusiens appellent donc les autorités maliennes à se conformer à cette décision et à permettre aux 3 hommes détenus d'accéder aux soins nécessaires. Ils demandent également l'examen rapide de leur dossier qui semble avoir été constitué en représailles à l'exercice de leur liberté d'expression. Il faut rappeler que poursuivis notamment pour complot contre la sûreté de l'État, atteinte à l'unité nationale et atteinte au crédit de l'État, les 3 membres du mouvement pour la paix au Mali avaient dénoncé lors d'une conférence de presse plusieurs exactions attribuées à l'armée malienne contre des civils. Autre information hors de nos frontières, dans un communiqué en date de ce mardi 25 mars, le ministère des Affaires étrangères syrien a dénoncé et condamné l'agression israélienne continue contre le territoire syrien, notamment la dangereuse escalade qui a tué selon lui 6 civils dans l'ouest de la province de Deraa, dénonçant ici une violation flagrante de la souveraineté nationale. Mesdames, Messieurs, après ces actualités hors de nos frontières, on parle de page noire et d'hommage rendu à un illustre défunt, Serge Akakpo, le désormais ancien premier vice-président de la Fédération béninoise de handball, repose depuis samedi dernier à sa dernière demeure à Gadomé dans la commune de Komé. Des 4 heures avant son inhumation, il faut noter que le mouvement sportif béninois lui a rendu un dernier hommage lors d'une cérémonie solennelle au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, en présence de plusieurs personnalités béninoises du monde sportif béninois, du handball africain et international. Sa famille sportive pleure un homme qui a servi durant sa vie le handball béninois dans diverses fonctions. Clarisse Onzali, 3e vice-présidente du comité exécutif de la fédération, a porté la voix de ses pairs pour exprimer leur douleur et retracer le parcours de l'homme.
Sur cette information, prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de semaine.